Re tout le monde. Alors c'est un peu compliqué là, mais on va réussir. On va réussir. Donc je vais activer. Hop. Demande de participation à votre diffusion. Partager. Et là on fait comme ça. C'est tout un bin ça, internet. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, re tout le monde. Re tout le monde. Bon, on va essayer comme ça. Si j'arrive pas à l'avoir en vidéo et que ça fonctionne pas, c'est pas grave. J'essaierai de l'appeler. Par téléphone. Et ce sera plus simple. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors forcément. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se connecte. Et ça devrait être bon. Re tout le monde. Re tout le monde. Juste envie de vomir, ce nom est à vomir. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans ce monde. Alors, coucou du 45, salut tout le monde. Unité diplomatique, en ambassade si on est lâché. Il n'a pas eu l'obtention de l'immunité diplomatique. Mais pour ça, je vais laisser Erwan vous expliquer, ça va être plus simple. Voilà, il est arrivé. Pourquoi je peux pas l'inviter? Bon, bah ça fonctionne pas. Alors, on va le faire par téléphone. Et j'espère que vous allez bien entendre. J'ai pris ton téléphone, je suis désolé. Je suis désolé, mon ange. Pourquoi tu fais comme ça? Bah, il va appeler sur son téléphone. Pourquoi? Bah, parce que ça fonctionne pas la vidéo. T'as pas appelé petit? Ils sont qui? Ouais, non, Désolé, hein. Ton Mac est tout pourri. C'est pas mon Mac, c'est mon téléphone. Vous allez avoir des réponses, justement, c'est ça. C'est ça le but d'avoir Juan qui sera sur le live, c'est ou par téléphone, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir en vidéo, mais enfin bon, ça va être compliqué. Tant pis, allez, on va essayer autrement, tant pis, vous l'aurez en vocal. Vous ne l'aurez pas... Vous ne l'aurez pas en vidéo. Pourquoi ton téléphone fait que vibrer? Julian Assange est un violeur d'une suédoise, il doit être jugé pour ses crimes. Alors, c'est un truc de fou. Ouais, et moi je suis un reptilien complotiste. Les charges, il y a eu aucune charge retenue contre lui. Et vous allez voir ça directement. Vous savez, c'est facile de vouloir mettre quelque chose sur le dos de quelqu'un pour essayer de le faire sortir d'une ambassade. Et finalement, abandonner les trucs et une fois qu'il sort, hop, vouloir le refoutre dans la merde. Je vous rappelle qu'il n'a pas été jugé pour ça. Et pour l'instant, c'était une enquête préliminaire. Il n'y a rien qui confirme ou qui infirme quoi que ce soit. Donc, ne faites pas le boulot des juges. Anglais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, je merde, c'est pas moi qui merde, c'est le super réseau Facebook qui merde. Mais c'est pas grave, là j'essaye de l'avoir au téléphone. Voilà. Allô? Allô? Ouais, Juan, tu m'entends?
Hein? Ça coupe tout le temps. C'est compliqué, on dirait qu'on ne veut pas nous faire communiquer. On va réessayer. Patience et mère de vertu. Non mais c'est vrai. Attendez, hein, je lirai ça après, mais ça va être plus simple d'avoir carrément les explications de la personne concernée. Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Juan? Bonjour. Bon, alors attendez, bougez pas. C'est un sacré bordel. Mais non, je peux pas répondre avec le téléphone, Juan. Brancher sur une fréquence. Hein. C'est compliqué aujourd'hui. Il est sous un tunnel. Ouais, on va parler d'un truc sérieux en plus, mais bon, je vais réessayer comme ça, sinon tant pis, je relancerai le live. Ouais, est-ce que tu m'entends? Alors, bonjour à tous. Oh putain. Ouh, vas-y, parle pour voir. Ouais, vous m'entendez bien ou pas? C'est une horreur. Sinon, appelle-moi sur mon téléphone, sur mon portable. Ouais, bah renvoie le numéro parce que sur ce téléphone-là, j'ai pas ton numéro de portable. Allez, on va y arriver là. On va y arriver, à tout de suite. La voix de robot, quoi. Demande. Numéro. Je crois que pas. Si, c'est bon. Alors, on le donne pas en live. Hein. Ouais, je connais ça. Hop là. Allez, c'est parti. Salut, Juan et Maxime. Ah, déjà, ça sonne. Et on est en 4G. Hein. Non, c'est- Bonjour, vous êtes... C'est une blague. Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, bien? Ouais, ça. Vas-y, parle. Ouais, donc moi je suis à Paris là, en train d'essayer de m'occuper de Juliane. Je sais D'accord. pas si vous m'entendez ou pas. Alors, je vais mettre le téléphone juste derrière. Dites-moi si vous l'entendez bien. Bon, vas-y, je t'écoute, Juan. Ouais, bah écoutez, vous avez tous vu peut-être les images ce matin de l'arrestation de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, donc celui qui a révélé notamment tous les crimes commis par les États-Unis en Afghanistan, en Irak, l'espionnage industriel que les États-Unis nous infligeaient à travers la NSA. En gros, tous les contrats de plus de 250 millions d'euros auxquels participait une entreprise française, ils étaient systématiquement, les entreprises françaises étaient systématiquement mises sur écoute et espionnées par la NSA pour que ce soit les Américains qui gagnent. On avait aussi révélé comment en 2015, toutes les communications personnelles et professionnelles des présidents de la République, rien que ça, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, avaient été mises sur écoute et avaient été systématiquement espionnées, y compris leurs histoires amoureuses, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est Julian Assange qui l'a fait avec Wikileaks. Et évidemment, du coup, il s'est fait beaucoup d'ennemis. On l'a accusé de beaucoup de choses complètement délirantes. D'abord de viol, puis ensuite d'être antisémite, puis ensuite d'être un agent du FSB, les services de renseignement russes. Et en gros, après on nous accuse, nous, d'être des complotistes. Vous voyez, enfin bon, alors que cette personne, en gros, n'avait fait que révéler des crimes et des faits de corruption pour des puissants. Et donc là, aujourd'hui, ce matin, grosse opération de police au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il était enfermé depuis 7 ans, quasiment, dans 20 mètres carrés. Donc moi, j'allais le voir régulièrement. La dernière fois que j'avais vu, c'était à Noël, la veille de Noël, où on m'avait laissé le voir de 9h du matin à 17h. C'était la seule visite avant que son père devait le voir, mais ils avaient empêché son père de le voir, vous vous rendez compte, on en était là, la veille de Noël. Et donc dans
ces 20 mètres carrés qu'on lui avait laissés, dans lequel il était depuis 7 ans. D'accord. Et ben, on l'a sorti de là. On l'a sorti de là pour le présenter à la justice britannique, pour le faire extrader aux États-Unis, pour évidemment essayer de le faire enfermer dans la foulée, quoi. D'accord. Est-ce que il risque quoi? Il risque un enfermement à perpétuité aux États-Unis? Il risque une peine capitale? Qu'est-ce qu'il risque exactement là-bas? Alors là, en fait, c'est extraordinaire. Ils ont trouvé un prétexte génial. Ils ont accusé que d'une chose, de piratage informatique. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils veulent être sûrs que les tribunaux britanniques vont autoriser l'extradition. Donc vous voyez en fait à quel point c'est pervers. Donc ils font comme s'ils ne risqueraient que 5 ans de prison pour qu'on autorise son extradition, pour qu'une fois qu'il soit sur le sol américain, on l'accuse d'espionnage, etc. et qu'il passe le reste de ses jours derrière les barreaux dans une prison de haute sécurité. D'accord, Donc, j'ai vu... c'est que 5 ans, mais en même temps, l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, théoriquement, il n'y avait aucun mandat d'extradition. Et en gros, s'il est enfermé au sein de l'ambassade d'Équateur, c'est parce qu'il aimait beaucoup les murs défraîchis et le papier peint et qu'il n'avait pas envie de voir le soleil, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine que c'est par pur plaisir qu'il était enfermé depuis 7 ans dans une petite boîte, quoi. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'il est vrai que Trump avait carrément parlé de lui asséner la peine capitale aux États-Unis pour haute trahison? Non, alors, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas lui appliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas américain. Il est australien. Donc en gros, la haute trahison, c'est pour les Américains. Et donc par contre, ils peuvent lui appliquer la peine maximale, la prison à vie. En fait, ils ont fait exprès pour éviter... Pareil, ils préfèrent le mettre en prison à vie, à l'isolement complet, etc. Et pour pas prendre de risque qu'on refuse de l'extrader. D'accord. Voilà. Concrètement, est-ce que là, en soutien à lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, aller devant les ambassades d'Équateur françaises pour manifester? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, par exemple, donner le numéro du standard de l'Élysée pour demander à ce que le gouvernement français réagisse et qu'on demande son extradition en France pour lui accorder l'asile? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est une très bonne idée parce que sur l'Équateur, maintenant, ils peuvent plus rien faire. Vous vous rendez compte, l'Équateur, c'est quand même un tout petit pays, pas du tout puissant, qui pendant 7 ans a pris le risque de se confronter aux États-Unis pour protéger cette personne. Bon, là, il y a eu un changement de chef d'État, il a trahi, très bien. Mais comment ça se fait que la France n'ait rien fait alors que c'est la 6e puissance mondiale et que cette personne a rendu les services qu'il a rendus à la France? C'est surtout et ça. je veux rajouter quelque chose, hein. Il a un enfant en France. Et vous savez quoi? Cet enfant, il l'a jamais vu. Pourquoi? Parce que il avait peur que s'il venait à l'ambassade de rendre visite, il sache qui il est, qu'il était et qu'il l'utilise après pour faire pression sur lui. Donc il a un enfant en France, il y a une famille en France qu'il n'a pas pu voir depuis qu'il s'est fait arrêter. Et il a créé Wikileaks en France. Ça aussi, c'est la dernière chose, c'est assez peu connu, mais c'est quand il était en France qu'il l'a créé. Donc évidemment que la France a un rôle à jouer, non seulement pour le remercier de ce qu'il nous a apporté en tant que pays, les emplois qu'il a sauvés, la dignité qu'il nous a permis de récupérer en empêchant que les États-Unis espionnent les communications de nos présidents de la République. Vous vous rendez compte quand même à quel point d'asservissement on était arrivé? Ben moi je trouve que ça c'est un truc énorme parce que dans les conversations de présidents il peut y avoir des trucs sensibles comme par exemple la position ou les actions menées par les forces militaires à l'étranger et ça aurait pu mettre en danger des sauvetages, ça aurait pu mettre en danger des militaires français grâce à ça. Et il y a un truc marrant que personne ne sait, mais vous savez où sont... il y a 150 agents de la CIA en France. Vous savez combien, à Paris, pardon, vous savez combien il y a d'agents de la DGSI qui sont censés lutter contre eux? Ouais. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc ils n'arrivent même pas à mettre sur écoute le chef de la station d'écoute de la CIA. Et alors j'ai un autre truc marrant à vous raconter. Où est-ce qu'elle est la station de la CIA à Paris? Au 14 boulevard Haussmann. C'est où le 14 boulevard Haussmann? C'est le bureau du Figaro. Donc en gros vous avez tout le bâtiment c'est les bureaux du Figaro. Et au 4e étage, vous avez la CIA qui s'est installée là tranquille, l'air de rien. Donc bon, je peux vous dire qu'en termes de souveraineté dans ce pays, c'est marrant hein, parce que ça a l'air complètement complotiste, etc. Si vous tapez vous tapez 14 boulevard Haussmann CIA sur Google, vous allez tomber sur un article du Parisien de 2006 qui raconte le fait que la CIA était là et les Figaro s'est installé ensuite. Si vous tapez pour les 150 agents de la CIA, pareil, un article du Monde de l'été 2018 qui raconte ça, et sur la DGSI, pareil. Donc tout ça, en fait, tous nos responsables politiques le savent, mais ils s'en contrecarrent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les États-Unis ont une telle puissance qui leur permettent en fait de les appuyer sur leur carrière politique, etc. Ils n'ont aucune envie en fait de se retrouver en confrontation avec eux. C'est pour ça que François Hollande, au lieu d'accueillir, comme il aurait dû le faire, Assange, quand Assange, au risque de sa vie quand même, hein,
a révélé les scandales dont on parle, bah, qu'est-ce qu'il a fait François Hollande? Il s'est assis sur lui et 45 minutes après qu'on ait fait la demande d'asile, il a dit après examen approfondi du dossier, vous imaginez, mais on dirait, je ne sais pas s'il a fait exprès de faire de l'humour, nous pouvons donner suite à la demande de Julian Assange et bam, et c'était fini. Donc évidemment, ça c'est un enjeu. Et pour ceux qui se demanderaient, parce que je vois sur le live des gens qui se disent mais c'est quoi le rapport avec les gilets jaunes, vous vous rendez compte que ces personnes-là se battent pour qu'on soit informés sur ce que font nos dirigeants et ont mis leur liberté en jeu pour nous permettre de savoir ce qu'il faut faire en fait face à ces dirigeants. Parce qu'une fois que vous avez l'information, c'est ça qui vous donne le pouvoir de décider de quel type d'action vous allez pouvoir mener, à qui vous vous opposez. D'ailleurs, le représentant de l'Équateur là actuellement qui a mis fin justement à l'asile au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres a dit que Julian Assange avait violé les conditions dans lesquelles il devait être aidé à rester dans l'ambassade d'Équateur. En l'occurrence, la phrase qu'il a utilisée, c'est que Julian Assange a fait soi-disant de l'ingérence dans des pays étrangers en diffusant des documents. Donc en gros, clairement, le responsable de l'Équateur a dit sans vergogne, normalement, il a dit qu'en fait, Julian Assange avait diffusé des documents qui pouvaient être compromettants pour les dirigeants de pays étrangers, parce qu'ils révèlent des choses qui sont d'intérêt collectif et qui servent à la population, mais qui foutent dans la merde les représentants de pays étrangers. Donc, en gros, il faut lui faire fermer sa gueule. Voilà ce qu'a dit le représentant de l'Équateur. Là, je viens, donc pour confirmer ce que vient de dire Juan, j'ai regardé en tapant l'adresse boulevard Haussmann, 14 boulevard Haussmann, CIA, et donc je tombe bien sur un article des Échos qui dit une antenne dans les beaux quartiers de Paris, 100 mètres à peine sépare à vol d'oiseau la terrasse de cet immeuble cossu de l'Elysée, de ce même observatoire, un jet de pierre suffira à joindre le ministère de l'Intérieur, l'ambassade de Grande-Bretagne n'est pas loin, blablabla. C'est là que pendant plus d'un demi-siècle la CIA a élu domicile au 58 bis La Boétie, donc ça c'était avant dans le 8e, et maintenant c'est au 14 boulevard Haussmann, donc c'est bien. Et puis au 14 boulevard Haussmann aujourd'hui, il y a le Figaro. Voilà. Et il y a le Figaro. Vous voyez en fait à quel niveau quand même de collusion, c'est quand même hallucinant que et les services secrets français et le Figaro acceptent que la CIA soit là, parce que vous imaginez bien que si la CIA est dans les bureaux du Figaro, d'une part évidemment pour le Figaro c'est quand même tendu, mais derrière aussi c'est-à-dire qu'il y a des agents de la DGSI qui ont dû mettre leur bureau pour essayer de surveiller ceux de la CIA au sein du bureau du Figaro. Enfin on en arrive à un truc tellement délirant que je ne sais même pas quel complotiste aurait pu inventer une histoire pareille. Enfin, vous imaginez, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'ils inventent des trucs encore plus gros que ce qu'on pourrait nous inventer si on voulait raconter des histoires délirantes, quoi. C'est ça. Et on nous dit tout le temps, plus c'est gros, plus ça passe, sauf qu'en fait, c'est des faits, c'est factuel. Et là, on veut tout simplement, tout bonnement, faire taire une personne qui nuit à des intérêts financiers et qui pense à l'intérêt collectif humain. Donc si on est capable de faire des manipulations jusqu'à ce niveau-là pour faire taire quelqu'un, c'est bien que derrière tout ça, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. Et grâce à lui, on sait des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu savoir autrement. Et il avait la particularité sur Wikileaks, enfin il a toujours, parce que je parle pas de lui au passé, il a la particularité de protéger ses sources et c'est ça qui emmerde. Parce que Wikileaks a toujours fait en sorte que les documents qui soient transmis soient premièrement vérifiés et deuxièmement intraçables. Je me trompe? Oui, bien sûr. Et Wikileaks a publié des millions de documents depuis sa création. Il n'y en a pas un qui était faux. C'est-à-dire que c'est l'organe de presse le plus rigoureux de l'histoire du journalisme. Pourquoi? Parce qu'il ne publie que des documents qui viennent de leurs sources. C'est-à-dire que, par exemple, il ne publie que les documents qui viennent du ministère des Affaires étrangères américain tel quel, et ils ne font aucun commentaire qui ne renvoie pas un document écrit de la part des personnes. Donc c'est pas genre les off des journalistes politiques qui vous racontent que quelqu'un a dit que, etc., et qui se laisse instrumentaliser par tout le monde. Wikileaks, tout est sourcé en permanence, c'est en gros l'organe de presse le plus rigoureux au monde, et c'est pour ça qu'ils sont haïs, parce qu'ils ont révélé des milliers de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, des milliers d'affaires de corruption, mais toujours en ayant les preuves, sans jamais faire un commentaire et aller au-delà des preuves. Et en fait, c'est ça qui fait que la répression est si violente. Je vais vous rappeler un truc. Pourquoi est-ce que je vous parlais des bureaux de la CIA? C'est parce qu'il y a une déclaration publique de celui qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères américain, Mike Pompeo, qui était directeur de la CIA. Et quand il était directeur de la CIA l'année dernière, il a dit une chose incroyable. Il a dit l'objectif numéro 1 de mon agence, c'est Wikileaks. Donc vous voyez, c'est pas Al-Qaïda, c'est pas Daesh, c'est en gros ceux qui ont raconté la vérité sur l'appareil de pouvoir américain parce qu'ils ont considéré que c'était un ennemi du côté des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait nous derrière? Au lieu de protéger ces gens-là qui portent haut notre valeur, en fait on essaie de les détruire, ou en tout cas on les laisse se détruire.
Et franchement, je vous invite tous à regarder les images. C'était terrifiant, c'était vraiment émouvant parce que moi, j'avais pas vu dans cet état-là la dernière fois qu'on s'était rencontré avec Julian. C'est une violence extraordinaire à quel point ces 7 années de détention ont affecté cette personne. On dirait qu'il a 60 ans alors qu'il en a à peine 45. C'est évidemment parce que il a été écrasé par ces gens-là. Ce que je vois aussi, ça c'est une affaire qui fait grand bruit là, c'est que l'Équateur était en faillite, enfin avait des gros problèmes financiers et apparemment ils viennent de recevoir un financement de 10 milliards. Alors je sais pas si c'est de la Banque Centrale Européenne, je sais pas d'où vient, je suis en train de chercher. Mais comme par hasard, ils touchent 10 milliards et Julian Assange se voit refuser la continuité de son asile politique. En fait, à partir de il y a eu un réalignement, si je vous la fais courte. En gros, Rafael Correa, qui est un grand président équatorien qui avait donné l'asile à Julian Assange, qui avait réussi à s'opposer aux États-Unis sur l'affaire Chevron, qui était un énorme scandale écologique dont l'Équateur avait énormément souffert. Cette personne-là est partie du pouvoir parce qu'il avait fait ses 2 mandats, il ne voulait pas en faire un suivant. Et celui qui l'a succédé a trahi complètement cet héritage-là. Il a décidé de se rapprocher des États-Unis. Il a accepté de signer un accord pour créer un accord militaire avec les États-Unis, des accords commerciaux et économiques, avec une visite de Mike Pence, du vice-président américain, pour lancer tout ça. Et évidemment, c'était quoi la monnaie d'échange? C'était le corps de Julian Assange. Donc on voyait des personnes qui agissent avec si peu d'éthique et avec un tel cynisme, qui sont prêts à échanger des individus contre des intérêts économiques, leur seule faveur, ça vous donne envie, ça vous dégoûte. Et en même temps, regardez, l'Équateur, petit peuple, 120e puissance économique mondiale peut-être, pendant 6 ans, elle a eu le courage de s'opposer à la puissance américaine. Et nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi pour ces gens-là? Rien du tout. Voilà. Rien du tout, alors que c'est une personne qui devrait, rien que pour le respect de la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'information pour l'intérêt général, devrait d'office avoir l'asile politique français. Pour préciser, c'est pas la Banque Centrale Européenne, c'est le Fonds monétaire international qui a versé 10 milliards en février à l'Équateur. Et c'est des négociations, en fait, qui, évidemment, pour les débloquer, il faut l'accord des États-Unis, qui est évidemment le premier contributeur au FMI. Et vous imaginez bien, du coup, quelles concessions il faut donner. Donc, encore une fois, il faut blâmer Lenín Moreno parce qu'il a trahi, le président équatorien, mais il faut aussi rappeler de la force qu'a eu le peuple équatorien pendant les années de soutenir Julian. C'est pas parce que son président a trahi que eux ont trahi, et se demander pourquoi est-ce que nos dirigeants ont même pas été capables du 10e de ça avec tout le pouvoir qu'ils ont. Voilà, le pouvoir de la finance, c'est 10 milliards pour le corps de Julian Assange en fait. C'est voilà, pour la dette de l'Équateur, les États-Unis pour réussir à faire sauter ce levier et ce verrou ont donné 10 milliards. C'est un peu ça quoi. Et Julian, c'est quelqu'un qui a relayé sur Twitter avec Wikileaks et compagnie des trucs des Gilets jaunes. Pamela Anderson, qui est une de ses plus proches amies, a été un énorme soutien des Gilets jaunes aussi. C'est des personnes qui se battent pour une seule chose, pour la démocratie dans le monde entier. C'est eux qui ont permis les révolutions arabes d'avoir lieu en révélant la corruption de Ben Ali et compagnie, et de la même façon en révélant la corruption des dirigeants, et donnent le pouvoir au peuple. Donc encore une fois, c'est le même combat. C'est le combat pour la liberté, pour notre droit à décider en notre nom et pas à se laisser avoir comme des pantins par ceux qui nous dirigent. Donc je pense vraiment moi, à chaque fois que je vais sur les manifs Gilets jaunes, il y a personne qui vient me voir qui venait me voir en me demandant de faire passer tel mot à Julian. Et je suis convaincu je pense qu'on a besoin, de la même façon qu'on a besoin de personnes comme eux, ces personnes-là ont besoin de mouvements comme nous pour continuer à vivre et à survivre. Parce qu'avec des dirigeants corrompus, les lanceurs d'alerte se feront systématiquement écraser. Mais c'est ça. Si on a le pouvoir au peuple, justement, le peuple, il voit bien que ces personnes-là défendent ses intérêts. Donc évidemment, si nous, on avait la décision aujourd'hui, on avait la possibilité de décider si on pouvait accueillir Julian ou pas, je suis sûr que l'extrême majorité des Français voudraient l'accueillir. Sauf qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui, par intérêt, parce qu'il veut rester en rapport avec les États-Unis, ne fait rien. C'est ça. Je voudrais faire une petite précision. Je vois plusieurs personnes qui disent qu'il est recherché pour viol. Est-ce que tu peux me confirmer justement que c'est... Ça fait partie, en fait, il a été accusé d'antisémitisme, d'être un agent du FSB pour les Russes, de viol, d'agression sexuelle pour être plus précis. En fait, pour être plus précis encore, il n'a jamais été accusé. Il y a une enquête préliminaire qui avait été ouverte juste au moment, comme par hasard, où il révélait les documents, le Cablegate, les télégrammes diplomatiques américains. Cette enquête préliminaire a duré 6 ans. Ils n'ont même pas accusé un jour formellement de quoi que ce soit. Pendant 6 ans, ils ont laissé tourner la suspicion autour de lui, et au bout de 6 ans, ils ont été obligés de classer sans suite parce qu'il n'y avait aucun élément qui permettait
de l'accuser de ça. Voilà. Donc pour être clair, Julian Assange n'a jamais été accusé de viol. Il a été une enquête préliminaire pour agression sexuelle avait été lancée, qui a duré 6 ans et elle a été classée sans suite. Donc si vous imaginez bien que si au bout de 6 ans ils n'avaient pas trouvé d'éléments de preuve, c'est qu'il n'y avait rien, tout simplement. Et évidemment, on comprend bien toutes ces campagnes de délégitimation successives. Il faut toujours être méfiant quand tout d'un coup quelqu'un qui vient de révéler des choses extrêmement lourdes sur les puissants se prend dans la foulée une accusation diffamatoire. Alors si ça touche à la sexualité, si ça touche à... Enfin vous voyez, il y a des points comme ça, des points rouges qui devraient toujours vous dire, ok, on ne dit pas que c'est faux, faisons attention. Voyons quels sont les intérêts qui sont en face de lui et demandons-nous s'il n'y a pas un rapport justement entre les deux. Alors Voilà. là, on me dit que apparemment l'enquête serait relancée pour Julian. Non, alors justement, maintenant, de façon opportuniste, ils essaient de profiter du fait qu'il est aux arrêts pour essayer de relancer le truc, l'affaire, mais ils peuvent pas, en fait. Après 6 ans, ça va être très très difficile pour eux. D'accord. Donc, ça va rien donner. On est très serein à ce niveau-là. Autant on est très inquiet pour les États-Unis parce qu'on sait ce qu'on a fait et qu'on est très fiers de ce qu'on a fait, c'est-à-dire révéler ses crimes, etc. Autant sur la Suède, on est très serein parce qu'on, de la même façon, on sait très bien ce qu'on a fait, c'est-à-dire rien, ce qu'il a fait en l'occurrence, et qu'à partir de là, il n'y a aucun risque qu'il se passe quoi que ce soit à ce niveau-là, au niveau judiciaire. Ok. Moi, je voudrais faire un petit aparté là-dessus, justement. Vous savez très bien que dès qu'on commence à déranger, on est tout de suite diffamé. On est attaqué par les médias et c'est très compliqué. Donc, je vais pas rester très longtemps parce que Juan a d'autres choses à faire. C'est ça, Juan? Tu peux pas rester trop longtemps? Ouais, il faut que j'aille, l'ombre m'appelle. D'accord. Bon. Bon Écoutez. bon courage à tous et on compte sur vous et surtout toujours méfiance par rapport aux façons dont on détruit avec une facilité déconcertante ceux qui s'opposent un peu trop frontalement au pouvoir institué. Exactement. Courage. Je te remercie, Juan, et puis je lancerai le numéro de l'Elysée là pour que les gens lancent des appels. Ça peut toujours être quelque chose à faire. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Allez, bonne journée, ciao. Donc, je vais repartir là-dessus. Par exemple, Julian Assange est accusé d'agression sexuelle. Ça a duré 6 ans, l'enquête préliminaire, il n'y a rien eu. Là, je vois que l'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède en 2010 a indiqué ce jeudi 11 avril qu'elle allait demander au parquet de rouvrir l'enquête, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose, par exemple. En 2012, dans ma vie, il m'est arrivé quelque chose au niveau personnel qui a fait que j'ai été poursuivi par la justice, jugé et condamné à 8 mois de prison, 5 mois avec sursis, 3 mois ferme avec aménagement de peine en travaux d'intérêt généraux, peine que j'ai accomplie. Et les médias se sont emparés de cette information sans la vérifier en disant que j'avais commis des violences et tabassé ma gonzesse. Alors, pour information, la personne avec qui j'étais à cette époque-là est toujours avec moi puisque c'est ma femme. Et question, est-ce que je t'ai tabassé la gueule? Non. Voilà. Donc, les médias, pour essayer de détruire quelqu'un quand il dérange, inventent tout et n'importe quoi. Je vois même sur ma page... sur la page que des gens ont faite pour moi sur Wikipédia, l'information que j'ai été condamné à du ferme que j'aurais effectué et pour violence sur ma femme. Alors c'est pas le cas. Premièrement, c'est pas le cas. Deuxièmement, ça ne m'étonne pas que quand quelqu'un comme Julian Assange balance des documents aussi explosifs que ça, qui remettent en question l'honnêteté, la justesse et la droiture de dirigeants de pays étrangers. Écoutez, je trouve pas ça étonnant qu'on essaye de lui coller tous les maux de la planète. Et pour information, il est aussi noté sur mon casier judiciaire séquestration. Séquestration, c'est quand on ferme une porte à clé. En l'occurrence, la porte était fermée à clé et a été rouverte après. Et je regrette absolument d'avoir fermé cette porte à clé. Voilà. Mais c'est sûr que sur un bout de papier, quand vous marquez violence et séquestration, on a l'impression que c'est un truc qui est fou, alors que c'était pas comme ça que ça s'est passé. Mais bon, moi je suis très prudent sur ce qui est dit sur Julian Assange, parce que vu ce qu'il a diffusé comme info, forcément ils vont pas lui faire de cadeau. Donc moi je connais leur fonctionnement parce que j'ai été touché personnellement par les médias à l'époque. Et je sais très bien que
qui en ont mis une tartine en me faisant passer pour limite un terroriste. Mais voilà. Bon, le numéro de l'Elysée, pour ceux qui veulent passer un petit coup de téléphone au standard de l'Elysée pour demander l'asile politique pour Julian Assange, c'est le 01 42 92 81 00. Je rappelle que passer un coup de téléphone, ça reste légal, et demander à des gens de passer un coup de téléphone, ça reste légal, hein, au cas où les médias commenceraient à diffuser Maxime Nicole lance un assaut sur l'Elysée et par le 01 42 92 80 00. Voilà. Ensuite, ceux qui veulent ceux qui veulent manifester devant les ambassades, faites-le pacifiquement, hein, mais rien ne vous empêche de le faire. Et je pense que au-delà du fait que ce soit Julian Assange, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça touche aussi à notre liberté de s'exprimer. Pourquoi ? Parce que si une personne qui se bat pour la justice et qui se bat pour la diffusion d'informations d'intérêt général et collectif est aussi subit autant de pression enfin, comment dire, on voit des pays mettre en place des moyens énormissimes pour faire sortir un mec, tout ça parce qu'il dit la vérité. Imaginez-vous ce qu'il doit avoir comme information pour qu'on essaye de le choper comme ça. Parce que je pense que si c'était juste, par exemple, une personne qui avait fait une agression sexuelle ou un viol, on ne serait pas en train de mettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des policiers là où ils se trouvent. Je redonne le numéro 01 42 92 81 00. Ensuite, la pétition. Alors la pétition, si elle n'est pas passée de main en main, elle n'est pas forcément valable. Enfin, il y a plein de choses. Le but de la pétition, c'est pas de réussir à faire en sorte qu'il ait l'asile. Vous savez très bien qu'une pétition, ils en ont rien à foutre. Mais c'est juste pour montrer à quel point ça motive les gens, à quel point ça fédère les gens. Rappelez-vous d'une chose, si aujourd'hui on est capable d'arrêter un mec comme ça, tu la tapes et tu l'enfermes, tu déconnes, Flay. Je vais te mettre un coup de poing. Si on est capable de mettre autant de moyens sur quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui va nous arriver plus tard à nous, par exemple, qui essayons de diffuser des informations, et qu'on ne parle pas de fake news. Qu'on ne parle pas de fake news parce que quand on voit que moi je suis capable de diffuser une info qui est incorrecte et de m'excuser par la suite, et quand on voit le conseiller privé d'Emmanuel Macron qui fait des faux comptes Twitter pour balancer des fausses vidéos pour essayer de faire en sorte que Benalla soit moins emmerdé, ça c'est de la fake news d'État, c'est de la fake news à haut niveau de pouvoir, et ça on n'en parle pas. Alors moi, la fake news, hein, ça me fait bien marrer. Quand on essaye de faire croire aux gens que j'ai dit que c'était Manu qui avait fait les attentats alors que c'est pas du tout ce que j'ai dit, quand on essaye de réfléchir à ce que j'ai dit exactement, il n'y a rien de complotiste là-dedans. Mais bref. En tout cas, je vais pas durer 3 heures. Je voulais absolument que la personne qui s'occupe judiciairement enfin une des personnes qui s'occupe judiciairement de la protection de Julian Assange, en l'occurrence Juan Branco, puisse donner des informations claires sur un dossier qu'il connaît et dont les médias français arrondiront les bords, enlèveront des phrases et feront à leur sauce pour que les... Voilà, le fils de Julian Assange, tac, 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 tac. Enfin bref, je vous prends pas plus de temps. Je vous remercie. Je vous dis plein de courage parce qu'il va pas falloir qu'on lâche. Plein de courage parce qu'il va falloir qu'on continue à être déterminé, parce que quand je vois ça, je me dis, s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de tout. Alors même si je le savais déjà, ben ça fait que confirmer. Et je pense que si l'État français ne réagit pas publiquement et ne permet pas à Julian Assange d'être au minimum accueilli sur le sol français et protégé par l'État français, je pense qu'ils font une grosse erreur politique, une grosse erreur humaine, et remarque, ça leur collerait très bien, puisque Manu et les choses bien, c'est un peu comme l'eau et le feu, quoi. C'est pas très compatible. Et ensuite, il y aura plein de choses à parler, mais je peux pas parler de tout aujourd'hui. Il y a juste un truc que je relèverai. Toutes les personnes, à chaque fois que je vois, qui me disent tu parles pas des handicapés. J'arrête pas d'en parler des handicapés. J'arrête pas de parler de personnes de mobilité réduite, des personnes qui sont malentendantes, sourdes, etc. Mais le but de ce mouvement, c'est tout le monde. Tout le monde, ça veut dire que vous êtes tout le monde. Vous êtes pareil que nous, sauf que vous avez peut-être
une jambe en moins, ou une difficulté à marcher, ou une difficulté à parler, ou je ne sais pas encore. Mais par exemple, enfin tout le monde a ses différences et vous faites partie de tout le monde. Donc je vais pas à chaque fois que je fais une phrase dire personnes âgées, femmes, petits, grands, roux, handicapés, malentendants. Je vais pas faire une liste à chaque fois. J'en ai déjà parlé. Et si dans un mouvement on n'est pas capable de se dire on est tout le monde, mais n'oubliez pas, on vous oublie pas, on est tout le monde dans la même merde. Voilà. Vous avez une merde qui est différente de nous parce que c'est pas l'allocation adulte handicapé, c'est différent de par exemple l'allocation solidarité spécifique, mais vous êtes quand même dans la même merde que nous. Voilà. Sur ça, je finirai. Je vous souhaite bon courage. Vraiment, lâchez rien. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand vous voyez tout ce qui se passe, j'ai du mal à croire que ce soit possible d'arrêter. Et voilà, je vous dis bonne journée, bon courage, lâchez rien et à samedi pour le samedi jaune. Allez, ciao ciao.